Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour le dernier numéro avant le début du week-end. Et ce sera un plaisir donc de passer 90 minutes de direct en votre compagnie. Mais avant de démarrer, bien sûr, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Cannes 2025. Le Maghreb peut-il réussir aux éléphants ? Vos avis sur la question sont attendus au cours de l'actu. Excellente soirée sportive et bon week-end sur les 3. Voilà, nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, avec donc la question LGT. Cannes 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants ? Ce sera donc le sujet principal de l'actu de ce soir. Et bien sûr, on aura le focus, on aura même un invité. On aura M. Ismaël Bakayoko, promoteur de African MMA League. Voilà, ce sera donc tout à l'heure dans le focus. Pour l'émission de ce soir, je serai donc accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Si vous permettez. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marie-Christine, joyeux anniversaire. Merci de faire briller la Grande Team. Merci beaucoup, ça c'est vrai. Vous êtes un amour. L'anniversaire qui était mardi. Merci, oui, merci je me rattrape là. Voilà, vous rattrapez très bien. Vous faites même des jaloux. Moi, j'ai commencé à aller faire les reportages. Vous laissez le jeter un peu. Merci beaucoup en tout cas à tous pour vos vœux. Vraiment. Vos vœux pour mon anniversaire. Merci beaucoup, cette voix-là. Allez, et puis votre voix est magnifique. Voilà, rien à voir avec la voix d'Henri Joël. On peut nous épargner. Il y a poète, il y a pasteur, il y a chanteur, il y a tout. Il y a mannequin, il y a... On va laisser Vraiment, c'est bien. Yo, on va faire un reportage. La Grande Team de ce soir, c'est une émission sportive. On ne fait pas émission. Ne l'oubliez pas, nous sommes vendredi soir, donc comprenez un peu le plateau de ce soir. Allez, Cannes 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? C'est la question LGT de ce soir. On démarre avec LGT News, c'est maintenant. LGT News. La Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent ce week-end. Après une pause d'environ un mois, les compétitions domestiques reprennent ce week-end. La Ligue 1 et la Ligue 2 feront vibrer à nouveau les supporters. Des affiches et non des moindres sont au programme de la Ligue 1. Boaké FC reçoit FC Mouna dans le cadre de la 16e journée au stade annexe de Boaké. Le stade Abidjan et le FC San Pedro auront rendez-vous à Ebimpe au stade Alassane Ouattara. La Ligue 2 ne sera pas en reste. Pour le compte de la 14e journée, l'Africa et l'Espérance Issia vont se mesurer. Iakro FC, pour sa part, se déplace à Abengourou pour s'expliquer avec l'Asie. La question LGT de ce soir, Cannes 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Bien sûr, vous pourrez nous joindre tout à l'heure sur le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le débrief des news, c'est maintenant. Ligue 1 de France, Habib Beye, nouveau coach du stade Rennais. Avec oui, le tout premier mot du nouvel entraîneur du stade Rennais, c'est un véritable privilège de rejoindre le stade Rennais. C'est un club historique du championnat, connu pour sa forte identité. La difficulté que rencontre le stade Rennais actuellement, c'est de le transformer en un défi. Nous avons étudié l'équipe de la Ligue 1 avec attention et nous sommes prêts à saisir ce challenge. C'est un véritable challenge pour Habib Beye parce que le club Rennais est 16e du classement. Il est au bord donc de la relégation. J'ai regardé ses derniers résultats, c'est 4 défaites consécutives, ce qui d'ailleurs a fait partie l'ancien entraîneur. Habib Beye a pour mission de maintenir ce club-là en Ligue 1 avant peut-être une prolongation de son contrat. Oui. Alors, c'est ensuite intérimaire, il a été confirmé et il a permis au club de monter en Ligue 2. Il a d'ailleurs reçu à cette époque-là le prix de meilleur entraîneur de la Ligue 2. Il connaît parfaitement la Ligue 1 française. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Marseille, il a fait de bons moments du côté de Marseille avant de s'envoler pour l'Angleterre. Mais en tant qu'entraîneur en Ligue 1, c'est un novice. Et là, il aura vraiment besoin de faire ses preuves. Il doit savoir que
Le Rennes a déjà limogé 4 entraîneurs depuis le début de la saison. Ça fait beaucoup. Sampaoli qui est parti est un garçon, un homme qui avait un certain caractère. Oui. Il vient le remplacer. On espère qu'il va réussir. Moi, j'aime bien ce Habib Beye. Je l'ai dit, il est un bon footballeur. C'est un très grand consultant sportif. Maintenant, il est en train de faire son chemin en tant qu'entraîneur. Rennes lui offre une plateforme. On espère qu'il va réussir. Et j'espère surtout qu'il va bien s'entendre avec notre Seko Fofana, qui a été recruté dans ce club-là. Et qu'ensemble, les deux vont permettre à l'équipe de Rennes de se maintenir en Ligue 1 française. Souhaitons bon vent à Habib Beye. C'est un nouveau challenge pour lui. Très bien. Souhaitons-lui bon vent. Habib Beye, nouveau coach donc, du Stade Rennais. Et puis, Ligue 1, justement, sous nos cieux, ici en Côte d'Ivoire. La Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent ce week-end. Henri Joël. Ah oui, d'une Ligue 1 à une autre Ligue 1. Cette fois-ci, nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est notre championnat. Ce sont nos championnats que nous adorons. Très bien. Moi, j'aime bien la Ligue 2. Là, voilà, tout le monde sait ça. J'aime bien la Ligue 2 parce que la Ligue 2, il y a beaucoup de spectacles là-bas. Voilà. Je ne dirai rien. C'est mieux, ça. Il y a beaucoup de spectacles en Ligue 2, mais pas que seulement cette Ligue. Il y a aussi la Ligue 1. Donc voilà, les choses vont reprendre. Déjà, il faut connaître quelques enjeux sur cette deuxième phase, notamment au niveau de la Ligue 1. La lutte au titre est lancée, est relancée, si je peux le dire comme ça, puisque l'équipe de la FAD avait commencé avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de vitesse, avant de réussite, de vitesse, avant de se faire rattraper un peu, même si là, actuellement, le Stade a le même nombre de points que la FAD, la SEC est un peu en embuscade avec 4 points de moins. Donc voilà que les choses sont relancées au niveau de la Ligue 1. Donc ça va donner beaucoup de palpitations sur cette deuxième phase et on aura beaucoup d'envie à suivre cela parce que ça se passe sur notre antenne. Et puis pas que la Ligue 1, il y aura aussi la Ligue 2 avec les 2 poules, notamment la poule de l'Africa où l'Africa a terminé la phase aller en étant deuxième derrière l'équipe d'Agboville, où dans cette poule de l'Africa, il y a des équipes comme Yamoussoukro et ESP. D'ailleurs, ESP, l'équipe de Divo, va recevoir... Ici, plutôt va recevoir l'équipe de l'Africa. C'est une équipe qui joue très, très bien au football. Et puis, de l'autre côté, vous avez Gagnoa, vous avez Bafing, vous avez Tchologo. Exactement. Voilà un peu ce qui nous attend sur cette deuxième phase. Et forcément, il aura du plaisir à suivre, surtout sur les enseignes de la 3. Bien sûr, sur les antennes de la 3, donc après une pause d'environ 1 mois, les compétitions domestiques reprennent donc ce week-end. Saint-Séverin, oui, la Ligue 1 et la Ligue 2. Oui, la Ligue 1 d'abord. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de voir si la SEC, qui est encore sur 2 tableaux, championnat et Coupe africaine, pourra refaire son retard. Comme Henri Jo l'a dit tout à l'heure, l'équipe a 4 points de retard sur les 2 leaders que sont la FAD et le Stade d'Abidjan. Est-ce que la SEC va arriver à refaire son retard pour ne pas faire 2 saisons sans un titre de champion? Là est la problématique. Mais le Stade d'Abidjan revient très fort et désormais le Stade n'a qu'une seule compétition, la Ligue 1. Avec tout son recrutement, c'est sûr que c'est une équipe taillée pour aller jusqu'au bout. Surtout que c'est pendant qu'elle jouait même la Coupe africaine, la Ligue des champions, qu'elle a réussi, avec ses matchs en retard, à rattraper la FAD qui faisait cavalier depuis le début de saison. Donc ça, c'est un enjeu. Le deuxième enjeu pour moi, c'est de voir ce que ça va donner au niveau des attaquants. Vous savez, depuis 2018 et les 23 buts de Togui Mel, on n'a pas encore vu un attaquant passer la barre des 20 buts en championnat. Donc cette saison, je suis bien curieux de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le meilleur buteur du championnat, c'est Nyawa Daniel de la FAD. Il a 9 buts à mi-chemin. Et il y a Théodore Kassi qui a 8 buts. Ex-aequo avec Kamagaté Draman de FC San Pedro, 8 buts. Et puis Célestin Ekwa de Zoman qui est maintenant à la SEC qui a 7 buts. Donc, est-ce que les attaquants vont faire parler la poudre? Pour moi aussi, c'est un enjeu en Ligue 1. Concernant la Ligue 2, alors, on a 2 poules, il y a 3 équipes qui se font la chasse. Dans la poule A, il y a Agboville, Yamoussoukro, l'Africa Sport qui se font la chasse. Et de l'autre côté, il y a Bafing, il y a Gagnoa et il y a Tchologo. Alors, ça va être une lutte épique. Mais moi, je regarde plus l'Africa Sport qui était tout un symbole du football ivoirien. L'Africa, actuellement, en est à presque 10 recrues pour le retour. On espère que Christian Kouakou, Obité Yannick et autres vont donner satisfaction et ainsi permettre au club vert rouge de monter. La Ligue 1 et la Ligue 2 qui reprennent donc ce week-end. Et bien sûr, ce sera sur les antennes de la 3. Oui, Roger Stéphane. Non, ça veut dire que sur la Ligue 1, moi, je vais placer une pièce sur le Stade d'Abidjan. Je pense que les Bleus Rouges sortis de la campagne de la Ligue des Champions seront beaucoup plus forts et plus concentrés. Ils ont beaucoup d'arguments
Je pense que cette année, le Stade d'Abidjan, s'il continue sur les lancers, le Stade pourrait être champion de la Ligue 1. Je vais marquer mon inquiétude pour l'Africa Sport d'Abidjan. J'ai vu qu'ils ont joué un tour de la Coupe nationale. Ils ont battu l'équipe de Shadrach difficilement 1-0. Je me rends compte que les dirigeants et les supporters de l'Africa sont bien concentrés sur la Coupe nationale. La question est celle-là. Est-ce que l'Africa a l'effectif et les moyens pour tenir sur les deux tableaux? Bon, ils y sont parce que ce n'a pas été fameux. Ils parlent de 10 recrues, mais ce n'a pas été fameux face à l'équipe de Shadrach. Ceux qui ont vu le match ont dit que Shadrach méritait de gagner l'équipe de l'Africa, qui finalement s'était posé 1-0. Oui. Est-ce que l'Africa Sport d'Abidjan va pouvoir tenir sur les deux plateaux, Coupe nationale et monter en Ligue 1? C'est l'inquiétude que j'ai pour les Verts Rouges. Maintenant, on va regarder les dernières lignes droites des deux championnats pour voir ce qui va venir pour le Stade d'Abidjan et la FAD en Ligue 1. Et évidemment pour l'Africa Sport d'Abidjan, que tout le monde suit de près au niveau de la Ligue 2. D'accord, au niveau de la Ligue 2, l'Africa justement qui affrontera l'Espi. Et puis Yakro FC, pour sa part, se déplace à Abengourou pour s'expliquer avec l'Asie d'Abengourou. Voilà la question LGT de ce soir. Cannes 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? C'est tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on passe au focus. On y va. Et bien sûr, nous avons un invité. C'est ce samedi qu'aura lieu la soirée de l'AML6, une compétition qui sera diffusée sur la 3. Mais en attendant, nous accueillons le promoteur de l'African MMA League pour nous donner les derniers détails de cet événement sportif. Nous recevons donc sur ce plateau M. Ismaël Bakayoko, promoteur de African MMA League. Et bien sûr, on vous laisse vous installer confortablement, Ismaël. Voilà, on parlera donc MMA. Ismaël Bakayoko, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Bon, vous êtes un habitué de la Grande Team de toute façon. Oui. Voilà. Alors, peut-on dire qu'à ce jour, Ismaël, tout est fin prêt? Oui, je pense que tout est fin prêt. Hier, on a eu la pesée et tout s'est très bien passé. Donc, effectivement, je pense que tout est fin prêt. On n'attend plus que le public. Et justement, vous l'avez dit, hier, il y a eu la pesée. Donc, quelles sont les informations, les dernières informations qu'on peut avoir ici sur le plateau? Tous les athlètes étaient au poids. Il n'y a pas eu d'élimination. Donc, et tous les athlètes, il y avait 2 athlètes qui étaient absents le jour de la pesée, mais ils seront présents le jour du Fight Night. Donc, ce jour-là, on va prendre leur poids pour être sûr qu'ils sont au poids. Et ils ont passé tous les tests, donc ça va. Et vous qui êtes très proche justement des combattants, est-ce que vous les sentez très motivés pour le grand rendez-vous? Oui, ils sont très, très motivés. Surtout qu'il y a une rivalité saine entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Tout le monde est motivé de voir exactement de ces 2 pays-là qui va sortir vainqueur de ce duel. Donc, vraiment, il y a une bonne motivation, non seulement au niveau des athlètes, au niveau de l'équipe, et aussi même dans le public. Et parlons de cette rivalité, justement, Ismaël Bakayoko. C'est ce match, ce combat, le combat le plus attendu. C'est celui entre Samo du groupe de la Team Peya. La Team Peya, justement, qui affrontera son challenger malien. C'est ça, D'accord, donc des informations sur ce combat. Combat très attendu. Oui, c'est un combat vraiment très attendu. On s'y attendait, mais pas à ce point. Voilà. Tout Abidjan, mais je peux même dire toute la sous-région en parle. Je pense même que c'est devenu le main event, pourtant ce n'est pas le main event. C'est le 3e co-main event. Donc, vraiment, le combat s'annonce très bien. J'ai vu le Malien, je l'ai vu bouger, j'ai vu certaines de ses vidéos. Il est prêt, il est à un bon niveau. J'ai vu aussi Samo s'entraîner, très bon niveau, un mental d'acier, ce qui est très bon dans un mental d'acier, ce qui est très important. Pour des amateurs, vraiment, je pense qu'ils sont très prêts, ils sont très focus et ils vont surprendre le monde. Ils vont surprendre Ils surprennent le monde parce que Côte d'Ivoire, Mali, c'est toujours d'agréables surprises en tout cas. En tout cas, notre équipe de reportage justement avait réussi à avoir le membre de la Team Peya au Centre technique national de Bingerville. Voici ce qu'il disait. Salut la famille, c'est Samo, le commandeur Ayoïdja. Le premier, ça sera ma première MMA, ça sera au centre ivoiro-coréen, ça sera contre le Malien Moussa, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop son mouvement. C'est que si on a venu s'amuser à allumer la télé, ici c'est Abidjan. Oui, en tout cas, on se bat. Maintenant le reste, c'est arrivé à Dieu, il ne faut pas être trop en confiance, mais en tout cas, je sais qu'il ne va pas partir la victoire. C'est donc les propos de Samo, oui, sans Séverin.
J'ai entendu le promoteur dire que la rivalité Côte d'Ivoire-Mali est saine. Je ne crois pas du tout parce que, effectivement, sur la toile, le combat est déjà enflammé. Mais vous qui êtes proche d'eux, justement, est-ce que les deux sont dans l'état d'esprit de leurs supporters? Non, absolument. Ils sont dans l'état d'esprit de leurs supporters. Moi, je pense vraiment que cette rivalité, dans le MMA, dans ce que nous sommes en train de faire, elle est saine. Les Maliens, on travaille avec eux depuis la ML3. Donc, ils arrivent bien ici, ils sont habitués. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait pas 3 ans. On fait les événements à peu près chaque 3 mois. Ah, donc ça fait toute une année. Toute une année, exactement. Donc, ils se connaissent déjà entre eux. Donc, vraiment, la rivalité, elle est saine. Je comprends exactement. Je connais les contours. Voilà. Je connais les contours, mais on essaie de faire en sorte que ça n'affecte pas l'état sportif. Nous sommes tous des sportifs. Et quand on est des sportifs, on regarde les choses au-delà des choses. On ne prend pas les choses à cœur. Et donc, on ne va pas voir vraiment autre que ça. Je pense que ça va aller. Vous allez voir cette rivalité saine-là. Cette rivalité saine. Oui, Henri-Joël. Alors, la présence de Samo Samo, on sait déjà qui il est au niveau, depuis l'avènement de ce groupe, la Team Pay. Est-ce que sa présence dans ce combat-là, ou bien dans cette soirée-là, a donné un cachet spécial à la compétition en elle-même? Oui, définitivement. Là, je ne sais même pas si on aura assez de place. Je sais même pas, c'est l'une de mes... il y a pratiquement plus de place. C'est l'une de mes craintes, surtout même pour les tickets VIP et VVIP. Habituellement, on a 500 personnes, 500 invités attendus dans le VIP et VVIP. Et là, ça sort seulement. Et moi-même, je ne sais pas. Donc, on essaie de voir comment augmenter les tables et tout ça pour pouvoir contenir tout ce monde. Côté public, là, déjà, côté public, on faisait guichet fermé. Ce qui veut dire que la salle était déjà pleine. Donc, imaginez-vous maintenant avec l'arrivée de Samo Samo, qui vient avec un public nouveau. Donc, voilà. Bon, est-ce que dans la suite, s'il continue, vous changeriez d'endroit pour permettre à un nombre assez important de pouvoir assister au combat, de pouvoir participer, si par la suite, moi, c'est la demande qui va me faire changer. C'est-à-dire, plus il y aura du monde, vous allez voir que ça va nous obliger à changer. On n'aura même pas le choix. Donc, pour le moment, on n'a pas encore eu cet événement. On n'a pas encore vu exactement si besoin y est. Je n'ai pas envie d'aller sur une grande salle, une très grande salle, et ça va flotter. Donc, actuellement, cette salle-là, je pense qu'elle est parfaite. On a prévu d'y rester pendant 2 ans. Ces 2 ans, c'est de pouvoir faire un bon marketing dans la sous-région, dans le pays, pour endoctriner à peu près tout ce public-là. Ensuite, maintenant, on va aller sur une plus grande salle. Ismaël Bakayoko, promoteur de African MMA League. Justement, vous avez dit que ce combat n'est pas le combat phare. Donc, est-ce qu'il y a d'autres combats qui vont captiver l'attention du public? Le combat de Cheikh Kaboré et FS. Les deux, il y a vraiment entre Cheikh Kaboré et FS. Cheikh Kaboré, c'est l'élève de Ricardo Bailly. Et FS, c'est l'élève de Oli La Machine. Il y a déjà une rivalité entre ces deux personnes-là. Donc, cette rivalité-là, ils sont maintenant là. Bon, pas à la retraite vraiment, ils ne sont pas totalement à la retraite, mais on va avoir à peu près entre ces deux, leur poulain qui sera le meilleur. Ça va même tâcher d'éteindre sur leur salle, en fait, parce que c'est une promotion aussi pour leur salle. La salle de Oli La Machine contre la salle Johnny Lab, contre la salle de Ricardo Bailly qui est Adamantam. Donc vraiment, c'est 2 écoles qui vont s'affronter. Et le deuxième combat? Le deuxième combat, c'est Axel Irigué contre Rocky Boutofik. 2 éléments de Benjerville, encore venant de 2 très bonnes écoles aussi de MMA. Vraiment, c'est un très beau combat. Très beau combat, bien sûr. Amoureux du sport, ne l'oubliez pas que vous pourrez voir, bien sûr, sur les antennes de la 3 demain. Oui, c'est la 6e édition, c'est bien ça? C'est ça. Alors, 6 ans après, évidemment, la question... 6 éditions après. Parce que c'est chaque 3 mois. Donc, c'est pas 6 ans, c'est depuis 2023. C'est ça. Ouais, très bien. Donc, 2 ans. Voilà, donc, quand on regarde la carte comme ça, généralement, c'est la qualité des combattants qui attire le public. C'est ça. Quel est le niveau de tous ces garçons-là? Est-ce qu'on n'a pas mis, eux, des champions d'Afrique? Est-ce qu'on n'a pas mis, eux, des champions intercontinentaux, etc. C'est quoi le visage réel de tous ces athlètes? Bon, d'abord, je vais commencer d'abord à parler. Ça fait maintenant on en a 6e événement. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés pendant tous ces événements-là. Donc, vraiment, il y a eu du progrès.
Depuis AML 1 à AML 6, il y a eu du progrès. Avant, les gens font des événements ici une fois dans l'année. Donc l'athlète, il ne s'entraîne pas vraiment. Quand on fait un événement chaque 3 mois, ils ne s'arrêtent plus de s'entraîner. Et donc maintenant, l'expérience commence à venir, ils commencent à gagner en expérience. Pour la deuxième partie de votre question, oui, on a vraiment du bon niveau ici qui peuvent compétir même avec des athlètes internationaux. Par exemple, Axel Iridier, depuis l'événement dernier de juillet, il a été sélectionné pour aller faire un stage aux États-Unis. Pas sélectionné par moi, par mes amis aux États-Unis qui ont reconnu en lui un bon athlète, quelqu'un avec qui ils veulent s'entraîner, ils veulent échanger des informations pour qu'ils puissent revenir ici aussi. Donc vraiment, et tout cela, ils regardent à peu près les talents. C'est du talent qu'on a à revendre ici. Le monde est en train de le regarder. Ils sont en pleine formation. Chaque fois, ils se forment. Déjà en 2 ans, regardez leur niveau. Je leur donne encore 2 autres années et vous allez voir des Adesanya, des Kamaru Usman et des Ngannou. C'était l'idée que j'avais dans mon esprit en posant cette question. J'ai vu que sur les bourses, s'il vous plaît, vous terminez rapidement. Là, on a 3 questions, sur la bourse, s'il vous plaît. 1,5 million, c'est ce qu'il y a pu voir? Non. Est-ce que c'est vrai? Non, pas sur les bourses. Sur la bourse de la finale de la dernière fois, c'était à 1 million. 1 million, ouais. 1 million. Maintenant, la bourse cumulative qu'ils ont gagnée durant la première saison, par exemple, c'était de 2 400 000. La bourse cumulative depuis qu'ils ont commencé. Puisqu'on avait fait un championnat qui avait commencé avec une phase éliminatoire, quart de finale, demi-finale, tout ça. Très bien, Ismaël Bakayoko. Et puis, à part ces soirées de combat, qu'est-ce que vous nous réservez de plus? Bon, comme d'habitude, c'est un public nouveau. On aura une ambiance à l'ivoirienne. Et aussi, il y a des invités phares qui vont venir nous remettre. Il y a une surprise et je préfère garder cette surprise pour le jour même de l'événement. Aussi, tout le monde, le décor. On a changé à peu près le décor pour vous montrer vraiment un décor façon UFC. Pour que chaque personne qui va regarder ça à la télé ou sur place se sente aux États-Unis, se sente à Las Vegas. Mon objectif, c'est qu'Abidjan devienne le Las Vegas de l'Afrique ici. De l'Afrique. Donc, chaque personne, vous avez dit qu'il va regarder à la télé. J'aimerais bien que vous repreniez votre phrase, s'il vous plaît. Chaque personne qui va regarder. Chaque personne qui va regarder sur la 3. Voilà. Chaque personne qui va regarder sur la 3 se sentira aux États-Unis. Plus besoin de veiller jusqu'à 2 h du matin pour regarder les combats. Sur la 3 ici, ils peuvent le regarder. Exactement. Merci beaucoup, Ismaël Bakayoko, promoteur de African MMA League. C'est demain. Un dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'inviter encore toute la Côte d'Ivoire à regarder sur la 3 et aussi à venir directement au CSTKO à partir de 16 h pour vraiment à se regarder, et aussi la communauté malienne pour venir supporter les Maliens, la communauté sénégalaise pour venir supporter les Sénégalais, toutes les communautés venir supporter leurs athlètes. C'est exact. C'est ensemble qu'on va vraiment envoyer ce sport-là au plus haut niveau. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites pour le MMA. Le CSTKO est situé entre Cocody et Adjamé, sur la voie en allant à Agban. La gare de Benjeville, il faut dire la gare de Benjeville. Sur la gauche. Donc, il faut que tous les Ivoiriens sachent l'emplacement parce que c'est là-bas qu'il y a le spectacle. Bon, merci beaucoup, j'apprécie bien. Voilà, merci beaucoup, ça c'est vrai pour la situation géographique. Voilà, merci beaucoup Ismaël Bakayoko, promoteur de African MMA League. Et puis, le grand show, c'est demain. C'est ça, merci beaucoup Marie-Christine. Merci, je vous en prie. Allez, on marque une petite pause, vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Appelez-moi des hommes de déclencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce boubouille là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pif Polémique.
Avec Mazwe Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pi Polémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est pas ça. Mais je pense donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h, chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous avons été rejoints par Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien, hein. Et vous? Je vais très bien. J'espère que vous avez bien fêté votre anniversaire. Oui, j'ai essayé. Beaucoup de bougies à vous. Il va chanter. Pardon. Faut pas que lui aussi chante. Ouais, pardon, nous on demande pas. Nous ici, on demande pas. Il faut danser alors. Si ça chanter, il faut danser. Nous ici, ils n'ont pas de carton. Si, merci, ça c'est vrai. Carton jaune. Je vais partir à la maison. Faut donner réclame. Il ne veut pas dire au chant. Justement, Clément, merci beaucoup. Merci. Et puis aujourd'hui est vendredi, donc... Yes, today is Friday. Voilà. we don't stay long in the fields. Yeah. On reste pas longtemps. Tous les cas. Allez, il est l'heure de l'actu. On y va. Et bien sûr, le téléphone est ouvert. Voilà, vous pouvez participer à l'émission Amoureux du sport. Nous sommes vendredi soir, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Numéro de téléphone de la 3. Cannes 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? La sélection ivoirienne a connu des fortunes diverses lors des Cannes disputées dans le nord de l'Afrique. Elle n'y a jamais été sacrée. Pour la 36e édition au Maroc, la donne peut-elle changer? Le Maghreb peut-il réussir aux éléphants en 2025? Bon, nous on ouvre le débat après le rappel historique fait dans ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Pour la 35e édition de la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera à sa 26e participation à la prestigieuse compétition du football africain. Au Maroc, les éléphants ne seront pas en territoire inconnu. Ils connaissent bien la région septentrionale du continent pour y avoir déjà disputé 8 éditions de la CAN avec des fortunes diverses. La première sortie de la sélection ivoirienne dans le nord de l'Afrique remonte à 1965 en Tunisie. Pour son baptême de feu, l'équipe, entraînée par Alphonse Bissouma Tapé, réalise presque un coup de maître en se hissant sur le podium et Eustache Manglé, dit le Lion, termine meilleur buteur de la compétition. Les éléphants reviennent 9 ans plus tard dans la région lors de la CAN 1974 en Égypte avec de grandes ambitions. Mais c'est la grande désillusion pour
pour l'équipe conduite par Laurent Pokou et Mo Emmanuel éliminés en phase de poule. L'expérience est un peu plus heureuse 12 années plus tard dans le même pays en 1986. Les éléphants remontent sur le podium. Les grands espoirs suscités par cette belle performance vont s'évanouir lors des 2 éditions suivantes qui ont lieu au Maroc en 1988 et en Algérie en 1990. Les éléphants sont sortis en phase de poule. Les Ivoiriens gardent notamment en mémoire la CAN dans le royaume chérifien où ils ont dû quitter la compétition prématurément suite à un tirage au sort. En 1994, en Tunisie, les choses se passent mieux pour la sélection ivoirienne. Champions en titre, les éléphants terminent sur le podium et sont désignés meilleure équipe du tournoi sous la houlette du sélectionneur Henri Kasperczak. La Côte d'Ivoire retrouve l'Afrique du Nord en 2006 en Égypte avec la génération dorée conduite par Didier Drogba. Les éléphants passent tout près du sacre en s'inclinant en finale au tir au but devant le pays organisateur. En 2019, pour son retour sur les bords du Nil, la sélection ivoirienne n'est pas plus heureuse. L'épreuve fatidique des tirs au but lui est encore fatale contre l'Algérie en quart de finale. En 8 éditions de CAN disputées en Afrique du Nord, les éléphants n'ont jamais été sacrés. S'ils ont joué une finale et terminé 3 fois sur le podium, ils ont néanmoins connu 3 éliminations en phase de poule. Pour la 35e édition de la CAN au Maroc, le Maghreb va-t-il porter chance aux éléphants ? Voilà, et c'est donc la question LGT de ce soir. CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Mais bon, avant, je vous propose de voir, messieurs, les performances des éléphants lors des CAN qu'ils ont disputées en Afrique du Nord. On regarde. Allez, le récap donne ceci. En Tunisie, en 1965, 3e place. En Égypte, en 1974, éliminé en poule. Toujours en Égypte, en 1986, 3e de la compétition. En 1988, au Maroc, éliminé en poule. Éliminé en poule également en 1990 en Algérie. En Tunisie, en 1994, la Côte d'Ivoire finit sur le podium en étant 3e. En Égypte, finaliste, malheureusement, on perd face au pays organisateur. Et puis en 2019, en quart de finale, toujours en Égypte. La suite. Le bilan chiffré, il est le suivant. Nombre d'éditions, c'est 8 éditions, phase de poule, 3 phases de poule, quart de finale une seule fois, 3e place 3 fois, et puis une finale, match disputé, 33 matchs, 16 victoires, 4 matchs nuls, 13 défaites, 11 clean sheets, 43 buts marqués, 31 buts encaissés. Meilleur buteur, Aboulaye Traoré, 8 buts, Joël Thierry 4, Eustache Manglé 3, et puis Didier Drogba 3. Et Didier Drogba 3. Voilà, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Messieurs, à vos panonceaux. Et vous, très chers téléspectateurs, n'oubliez pas le 27, 21, 59, 93, 99. Un oui ou un non? C'est donc un oui pour Henri Joël, pour Roger Stéphane, pour Clément, et c'est un grand non pour Saint-Séverin. Clément, on vous écoute. Vous pouvez argumenter, s'il vous plaît. Ah oui, j'aime bien oui, parce que quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, avec tout ce réservoir de joueurs qu'on a là, je pense que tu as la capacité ou encore tu as la possibilité de t'imposer partout. Donc je pense qu'il y a possibilité pour les éléphants d'aller chercher cette 4e étoile là au Maghreb. Et j'aime bien oui également parce que le football, il reste un sport qui est universel. Voilà, on peut aller gagner partout, on peut aller gagner au Maghreb comme en Afrique subsaharienne. Et comme on l'a dit, et parfois aussi, il faut regarder dans le passé pour mieux comprendre l'avenir. C'est vrai qu'on n'a pas gagné au Maghreb, mais on n'a pas été ridicule non plus. On sait que sur les 36 éditions de la CAN, il y a eu quand même 11 éditions au Maghreb et la Côte d'Ivoire a participé à 8 éditions au Maghreb. Et quand on prend le bilan, c'est 4 fois podium, c'est-à-dire 65, 3e, 86 en Égypte, 3e, 94 en Tunisie, 3e. Et puis 2006 en Égypte, on était 3e. Et 3 fois, on est sorti des poules, c'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé la phase de poule. C'était en 74 en Égypte également, où on termine notre dernier de groupe. 88 au Maroc, on termine 3e de groupe. Et puis 90, où c'était très très compliqué. On termine quand même on termine notre 3e de groupe avec le Nigeria, l'Égypte et puis l'Algérie qui était pays hôte. Après aussi, on fait 4 finales en 2019, sorti dans un match extraordinaire qu'on a réalisé face à l'Algérie. Donc quand on prend ce bilan-là, on n'est pas ridicule en Afrique du Nord, on n'est pas ridicule au Maghreb. Donc je pense qu'il y a possibilité, si on affiche une forme de régularité,
une forme de concentration également. Et si on s'est tiré les leçons des échecs passés, je pense qu'on peut aller s'imposer au Maghreb. Et puis je pense que la température, c'est quoi? C'est une température qui sera quand même, on sera en hiver au Maroc, tout ça. Et la plupart des joueurs évoluent en Europe, donc je pense qu'ils peuvent s'acclimater rapidement. Et quand je prends toutes ces conditions, je pense qu'il y a une chance. Le climat ne va pas... Non, je pense qu'il y a une chance. Oui, il y a la plupart, quand tu prends dans le 11 de départ, c'est quoi? Tu n'as aucun joueur qui évolue sur le continent africain. Je pense qu'il y a d'autres qui évoluent dans le froid. Il y a les championnats en décembre en Europe où l'hiver, le grand hiver est là, tout ça. Donc je pense qu'ils sont habitués à ce climat-là. Et pour moi, quand on réunit toutes ces conditions, je pense qu'il y a possibilité, mais si ça sera difficile d'aller chercher quand même un titre au Maghreb et surtout au Maroc. D'accord, très bien. Bon, Saint-Séverin ne partage pas du tout votre avis. Hein. Pour lui, c'est un non. Oui, c'est un non pour la simple raison que l'histoire est têtue et que son poids est si lourd. Dans l'élément, on l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire n'a jamais réussi au Maghreb. Ça, c'est un élément. En plus de cela, les équipes d'Afrique noire, dans l'ensemble, ne réussissent pas au Maghreb. Sur 35 éditions de la CAN, si je ne me trompe pas, ça va être la 35e. La 35e. 34 éditions. 34 éditions. Sur 34 éditions, les équipes d'Afrique noire n'ont gagné que 5 fois. En 1965, en Tunisie. On gagne 5 fois au nord? Oui, au nord. D'accord. Au nord, dans le nord de l'Afrique. Oui. En Tunisie, en 1965, le Ghana a gagné. En Égypte, en 1974, le Zaïre, aujourd'hui RDC, a gagné. Le Ghana en 82. En Libye, en 82, le Ghana a gagné. Ensuite, le Nigeria, en 94, en Tunisie, a gagné. Je vous donne Cameroun, 88. Et Cameroun, 88. Ça sera la 36e édition. Ça sera la 35e. Donc, oui, les équipes d'Afrique noire ne gagnent pas souvent au Maghreb. Donc, sur 35 éditions, 5 fois. C'est très peu. Ça, c'est un. La deuxième chose, ce sont les chiffres de la Côte d'Ivoire dans le Maghreb. 13 défaites dans le Maghreb, sur un total de 33 matchs. 16 victoires, 13 défaites. C'est énorme. Les éléphants, sur les dernières années, ont fait finale en Égypte. En dehors de ça, c'est toujours cas de finale, match de poule. Ouais. Même la meilleure équipe de tous les temps, selon les spécialistes de la Côte d'Ivoire, a fait quoi? Demi-finale en Tunisie. Finale 2006? 94? Oui, finale 2006. Mais je dis la meilleure équipe de tous les temps. Elle a fait demi-finale en Tunisie. Après avoir gagné la CAN 92 en 94, on a fait demi-finale. Donc en 2006, la génération Drogba fait finale. Vous voyez? Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, comme les équipes d'Afrique noire, a des difficultés à s'imposer dans le Maghreb. C'est sûr de tous, les Ivoiriens ne sont pas les champions d'Afrique en termes de mental. Or, au Maghreb, ça se joue beaucoup sur ces détails. Figurez-vous qu'en 2006, pour la finale, il y a eu, pour ceux qui étaient en Égypte, il y a eu des moutons égorgés par-ci, par-là, d'autres animaux immolés, des voitures cassées, tout s'était arrêté. Et l'équipe ivoirienne était comme dans un étau. Bien sûr, au cours du match, elle a eu des occasions, vendangées souvent par Drogba et les autres attaquants. Elle perd au tir au but, si je ne m'abuse. Oui. Mais tout ça, c'est la pression extérieure. La Côte d'Ivoire ne réussit pas au Maghreb parce que le mental, quand on arrive dans les pays du Maghreb, revient très bas. Donc ça, si on arrive à y remédier, ça va aller. Mais l'histoire nous dit que non, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'imposer au Maroc. D'accord. Donc pour vous, c'est un non. OK, on va poursuivre. Nous avons un appelant pour l'instant, M. Amand François. Il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Amand François. Bonsoir Marie-Christine et ses invités. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute. CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Pourquoi pas? Je ne suis même pas d'accord avec Saint-Séverin. Je l'ai dit là. En 1965, le Ghana gagne. En 1914, le Zaïre gagne. En 1982, le Ghana gagne la Libye. En 1988, le Cameroun gagne. En 1994, le Nigeria gagne. Oui. Tout ça, ce sont les équipes d'Afrique noire qui ont gagné ces trophées là au Maroc, dans le Maghreb, en Afrique du Nord. Donc, quand je regarde même votre tableau là, ça veut dire quand on fait on recule un peu, quand on repart dans le Nord, au plus de cas, on joue le match de classement, le match de la 3e place. Mais je crois bien que si les joueurs, vraiment pas en bleu là, ils peuvent batailler dur pour gagner ce trophée là
dans le nord, pendant la CAN qui vient. Parce qu'en 88, le Maroc avait la meilleure équipe. Parce que je l'ai tenu une très grande Coupe du Monde en 86 au Mexique. Oui. Donc, cette équipe-là a été battue en demi-finale par le Cameroun. Un but de Makaraki, je me souviens très bien comme si c'était hier. Donc, pourquoi pas la Côte d'Ivoire ne peut pas faire la phase de 2? Donc, la Côte d'Ivoire peut bien remporter cette canne-là dans le Maghreb. Les équipes maghrébines, même là, quand lorsqu'elles jouent à domicile, il y a une pression sur elles qu'elles n'arrivent même pas tellement remporter. Regarde combien de cannes qui ont été jouées dans le Maghreb et combien d'équipes maghrébines ont remporté dans le Maghreb. Regardez bien sur la pression de comment ça va. 11 au Maghreb. On n'est pas battu pour eux de pouvoir remporter le trophée dans les zones. Oui. Ils gagnent dans les zones. En général, ils gagnent dans les zones. Au Maroc. Donc, il faut dire que c'est vrai que je ne suis même pas d'accord avec cette analyse-là. D'accord. D'accord, monsieur Amon-François. Monsieur Amon-François, on ne se fâche pas. Ah. Oh, c'est vendredi soir. Hein. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, monsieur Amon-François. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Voilà. Moi, Allez. je pense que le ratio aussi, c'est quoi? C'est pas mauvais. Il y a eu 11 éditions au Maghreb. Il y a eu 6 victoires des équipes du Nord contre 5. Voilà. Pour les équipes de la Suisse. D'accord. Bon, justement, on va écouter Roger Stéphane avec ses arguments. Le chiffre qu'il donne veut dire qu'on est en train d'équilibrer la donne. On est en train d'équilibrer la donne. Et la Côte d'Ivoire pourrait faire le nid. Voilà, parce qu'il n'a pas tort, sans Séverin. Sur beaucoup d'éléments, au Nord, c'est difficile. Enchaîner 2 cannes suisses, c'est difficile. On donne la chiffre tout à l'heure. Mais vous avez donné un... Oui, il a donné oui. Oui, je suis d'accord. voilà. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Parce que si vous regardez les cannes des éléphants, sur 2 éditions où on termine 3e, on est éliminé par le futur vainqueur de la compétition. Le Ghana en 65, le Nigeria en 94. Ça veut dire qu'on n'est pas très très loin. Ensuite, en 2006, on fait finale. On est battu par l'équipe de l'Égypte au tir au but. Mais cette finale-là, si on enlève dans le contexte, dans l'environnement qu'il y avait, c'est une finale qu'on devait gagner. Mais quand cela ne tienne, on a perdu. Ensuite, si vous regardez bien le comportement des éléphants, au Nord, on a fait de très belles cannes qui sont restées dans l'histoire. Je vais citer un exemple qui n'est pas tout à fait Maghreb. Si vous prenez Soudan en 68, Laurent Pokou fait 8 buts, meilleur buteur. C'est une très belle canne. Si vous prenez 94, on est élu meilleur joueur du tournoi en n'ayant pas gagné la compétition. Très beau football à l'époque, avec Henri Kasperzak, et puis les remplaçants comme les Barcelone Michel, les Ahmed Ouattara, les Kassi Kouadio, père son âme, a fait une canne magnifique. Pelé, le roi Pelé avait dit à l'époque d'ailleurs qu'un Ivoirien était son héritier. C'était Ahmed Ouattara qui avait mis un super but. Sur ça, en 2006 en Égypte, on était l'équipe la plus redoutable de la compétition. On a battu, si mes chiffres sont, ma mémoire est bonne, on a battu le Maroc, on a battu le Cameroun, on a battu le Nigeria. C'est seul l'Égypte, le pays organisateur, vainqueur de la compétition qui nous a battus. Autrement, au Nord, on n'est pas tout à fait ridicule. Parce que quand je n'avais pas encore regardé les chiffres véritablement, j'avais un peu peur dans mon esprit. Mais quand je suis allé regarder, non, les Ivoiriens se comportent très très bien au Nord, sur les différentes cannes qui sont organisées. Sur 8 éditions, on fait 5 superbes cannes. Ça veut dire quoi? On n'est plus loin, on n'est plus très loin de gagner au Maghreb. Parce que justement, on a déjà joué une finale. Donc, sans peur, évidemment, sur des éléments, mais sur si on prend le verre, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà, si nous on prend le verre, voilà, si nous on choisit le verre, voilà. Si nous on choisit le verre à moitié plein, on fait de très bonnes campagnes au Nord et on n'est pas très loin de gagner là-bas. C'est difficile, mais on n'est pas très loin de gagner. On n'est pas très loin. Voilà, donc si, comme la canne chez nous, les ingrédients qu'il a eu avec les matchs qu'on a fait sur la deuxième partie, si on fait ça, oui, on peut aller chercher une canne dans le Nord. D'accord, vous avez donc argumenté votre réponse, hein, Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Nguessan Simon, il nous appelle de Ndoussi. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. Voilà, allez. Salutations à toute la table, tout le bureau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants, M. Nguessan? Oh, écoutez, en tant qu'ancien joueur, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on nous parle de ces périodes, oui, vous m'entendez? Je vous entends. Si vous pouvez, s'il vous plaît, couper le volume de votre télévision. Voilà, pour ne pas qu'il y ait ce petit décalage. Je le fais rapidement, Merci beaucoup, vous êtes un amour. Bien, ce que je voulais dire, c'est que, n'est-ce pas, il ne faudrait plus jamais qu'on nous parle des périodes. Les périodes, ce n'est pas la peine. Dire que nous avons rapporté 5 fois et tout ça. Avant, le président de la CAF, c'était Chiboub. On sait ce que les Maghrébins nous ont fait. Ça, on sait. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier aux équipes maghrébines. Il faut qu'on soit clair.
Moi, je vous dis que quand on joue ces genres de compétition, aujourd'hui où nous sommes là, c'est les effectifs. Les effectifs. Est-ce que l'effectif de l'Égypte qui est là peut gagner l'effectif de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, c'était difficile. Avant, c'était difficile. Avec ce qui s'est passé à la CAF, on est au courant de Chiboub, on sait ce qu'il a fait en son temps. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. La CAF ici est vraiment transparente et nous savons qu'avec l'effectif que nous avons actuellement là, les Maghrébins n'ont qu'à faire très attention. On va prendre cette coupe-là. D'ailleurs, ce n'est pas eux, parce que l'Algérie ne nous effraie pas. Je ne vois pas ce qui est au Maroc. Voilà, et aussi en Égypte, ce n'est pas à cause de Salah qu'on va avoir peur. Donc, je ne sais pas. D'accord. Vous êtes très confiant, vous êtes très optimiste en tout cas. Voilà, il faut qu'on ait confiance en nous, il faut qu'on oublie les palmarès. C'est fini ça, c'est l'effectif qui est sur le terrain. L'effectif qui est sur le terrain. Voilà, c'est tout. Merci madame. Merci monsieur Nguessan Simon, merci beaucoup. Il nous appelait donc de Ndoussi. Voilà. Nous sommes en direct sur la 3, hein, donc n'hésitez pas, très chers amoureux du sport, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, l'indicatif plus 225. Et après, bien sûr, le 27 21 59 93 99. Henri Joël, oui, vos arguments, s'il vous plaît. Moi, j'ai mis oui parce qu'au Maroc, la Côte d'Ivoire jouera à domicile. Aujourd'hui, le Maroc, c'est la Côte d'Ivoire c'est le Maroc. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Les Ivoiriens iront nombreux plutôt. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, d'ailleurs, qui sont du côté du Maroc, notamment à Casablanca, qui effectueront le déplacement de Marrakech pour soutenir cette équipe ivoirienne. Et d'ailleurs, les Marocains même vont nous soutenir. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. En même temps, Saint-Séverin, il a parlé de mental. Oui. Alors moi, je veux bien revenir sur la présidente CAN. Je ne sais pas quelle équipe, si on ne doit plus parler de mental, ou on doit dire qu'on n'a plus le mental. Quand on a disputé ces matchs que nous avons vus, mener face au Sénégal, à la 4e minute, on a réussi à s'imposer. Mener face au Mali, on a réussi à s'imposer. En finale, mener face au Nigeria, on a réussi à s'imposer. Je pense que ce côté-là, je ne mettrai pas ma main au feu complètement pour brûler cette main-là, mais quand même, je peux mettre le doigt pour dire on a essayé de faire un peu quelque chose à changer. Ouais. Maintenant, au Maghreb, ou peut-être au Nord, on a déjà joué une finale. On a été, mes amis l'ont déjà dit, on a eu de grosses performances. Donc, pourquoi ne pas aller rééditer ces performances et peut-être faire mieux? Aujourd'hui, on a une équipe quand même qui, en quelque sorte, même si d'autres ne le reconnaissent pas, est quand même l'équipe à battre dans cette compétition. Nous sommes champions en titre. Nos joueurs, aujourd'hui, sont en train de performer dans leurs différents clubs, même si certains ont des performances en dents des scies, mais la majorité, quand même, ça va très bien. Notamment, aujourd'hui, on a un Agbadou qui, du côté de l'Angleterre, est en train de s'imposer malgré l'arrivée dans le mois de janvier dans cette équipe de Wolverhampton. Donc, je veux dire que, quand même, on a des ingrédients pour avancer de tels propos en disant que, oui, en fin d'année, la Côte d'Ivoire peut aller à cette compétition du côté du Maroc et revenir avec le trophée. Maintenant, à l'approche de la compétition, beaucoup de choses peuvent se passer, que ce soit au niveau des éléphants, que ce soit au niveau des autres équipes qui sont présentées comme les cadors de la compétition. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra véritablement. Sinon, rien aujourd'hui ne dit que la Côte d'Ivoire ne pourra pas aller à cette compétition et revenir avec le trophée. Moi, en tout cas, j'y crois. Je crois à la victoire des éléphants, comme j'ai cru à la victoire des éléphants à la CAN en Côte d'Ivoire. Et quand je crois à quelque chose, ça marche. D'accord, voilà. Très bien. On note alors, Henri Joël. Et puis bon, est-ce que le fait aussi de n'avoir joué aucun match contre les sélections nord-africaines sous le coach Faye, est-ce que cela n'est pas un handicap pour les éléphants? Pas forcément. C'est vrai que... Il a joué au Maroc à Gassé. Il y a des... En tant que titulaire, il n'a pas encore joué. Voilà. Mais en tant qu'adjoint, oui, il a joué le Maroc avec Gassé. Mais je pense qu'il y a le calendrier des équipes qui fait que, oui, on n'a pas encore joué contre ces équipes. Et puis, on a eu très peu de matchs amicaux. Peut-être que ça va venir. Mais non, je ne pense pas que ce soit un handicap. Le vrai handicap aujourd'hui, la vraie question, le vrai adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique de façon inédite pour sa 3e étoile. De façon inédite parce qu'elle a gagné la compétition sur 4 matchs. En général, gagner une compétition, c'est dès le départ de la compétition. Les premiers matchs, les phases de poule. Mais à la phase de poule, durant la CAN en Côte d'Ivoire,
les éléphants étaient complètement à la rue, presque éliminés avant de ressusciter. Donc oui, l'adversaire des éléphants aujourd'hui sont les éléphants. Henri Jo a parlé tout à l'heure des joueurs ivoiriens qui jouent un peu partout, mais non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avant qu'on aille à la CAN et maintenant après la CAN, mais la situation de nos joueurs en général a décliné. Regardez des joueurs comme Seri. Actuellement, ils sont blessés. Des joueurs comme Kosonou, actuellement blessés. Adengra, il n'est pas titulaire à Brighton. C'est un élément clé de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Seko Fofana vient de changer de championnat. Franck Kessié est le seul joueur, on va dire, qui est régulier depuis le départ. Parce que Seko arrivait un moment à El Tifak, en Arabie Saoudite, il ne jouait plus avant d'arriver à El Tifak. Donc, certains joueurs, cadres, sont en train de décliner. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne regardent plus, c'est vrai, la Série A comme avant, mais regardez les performances de nos joueurs. On est carrément une équipe de joueurs de seconde zone. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner la CAN parce que le Cameroun et le Nigeria ont déjà reçu ce genre d'exploits. Mais les joueurs de la Côte d'Ivoire, pour beaucoup, sont en train de décliner. Il n'y a qu'un seul aujourd'hui qui est véritablement dans un seul grand club, c'est Amad Diallo qui est à Manchester United. Ça, c'est un handicap. D'accord, nous avons un appelant, M. Ouattara, il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà. Et CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants, M. Ouattara? D'abord, je salue le plateau. Oui. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Oui, on vous écoute maintenant. Pour moi, c'est un oui, madame. D'accord. Pourquoi? Un oui, parce que bon, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où on n'a pas peur d'une autre équipe. On respecte les équipes, mais on n'a peur de personne. OK. De deux, maintenant, bon, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a le moral. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à la dernière CAN chez nous ici, oui. On a été mené contre le Sénégal, on a remonté. On a été mené contre le Mali, on a remonté. En finale, on a été mené contre le Nigeria, on a remonté. Donc, c'est pour dire que maintenant, les joueurs de Côte d'Ivoire ont le moral. D'accord. OK. Il y a quelqu'un qui a dit sur le plateau que, comme on appelle au niveau du Maghreb, le football se joue au niveau du moral. Du mental, donc, oui. Nous aussi, on a le moral. D'accord. On a le moral où c'est pour dire qu'on peut rivaliser avec toutes ces équipes-là. D'accord. C'est bien noté. Ils ont gagné 6, nous on a gagné 5. La Côte d'Ivoire va rétablir l'équilibre. On a gagné la 6e. Amen. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Les équipes d'Afrique noire. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Allez, M. Ouattara qui nous appelle donc de Bondoukou. Voilà. Pour lui, c'est un grand oui. Et puis, justement, bon, le match de poule aussi contre le Cameroun, est-ce qu'il aura l'avantage l'avantage de mettre tout de suite l'équipe dans le bain, Roger Stéphane? Non, mais c'est le deuxième match. C'est le deuxième match. Le premier match, c'est contre le Mozambique. Donc, on gagne tranquillement 2-0. Et puis, on a le temps de voir le Cameroun. On ne perd pas le match face au Cameroun. Et puis après, on chicote le Gabon. Parce que moi, je vous ai dit hier, j'ai énormément de respect pour l'équipe du Cameroun. Oui. Mais cela dit, quand vous jouez le Cameroun en phase de poule de la Coupe d'Afrique, c'est une très bonne chose. C'est un formidable adversaire qui vous permet de vous mesurer véritablement, de prendre la température de la compétition. Donc notre vraie CAN, notre vraie Coupe d'Afrique va commencer face à l'équipe du Cameroun. Parce que l'entrée en matière face au Mozambique, ce sera peut-être l'entrée en matière, mais après, le plat de résistance sera le Cameroun et ce match-là est jouable. Et vous avez bien vu les chiffres qu'on a regardés sur l'histoire de la Coupe d'Afrique. En termes de chiffres, en termes de palmarès, dans tout le reste, le Cameroun est bien meilleur que nous quand même. C'est ce que l'histoire nous a montré. Maintenant, il faut aller jouer le match face au Cameroun et ça va nous faire du bien. Bon, là, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'observateur, on dit que c'est possible d'aller gagner au Maghreb. C'est possible. Au football, tout est possible. Mais il faut écouter l'histoire aussi. Voilà, il faut interroger l'histoire. L'histoire, parfois, au football, est assez difficile. Pour l'histoire, comme ça, Sévénin a dit, il n'y a que 5 pays qui ont gagné au nord. Sur les 5 pays, vous avez 2 équipes de l'Afrique centrale et 2 équipes de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria et le Ghana. Nous, on peut être la 3e équipe de l'Afrique de l'Ouest. C'est possible. Sur l'histoire, il y a combien d'équipes qui ont enchaîné 2 CAN? Il n'y en a pas beaucoup. L'Égypte, 57, 59, 2006, 2008, 2010. Le Cameroun, 84, 88, 2000, 2002. Après ces deux-là, il n'y a pas beaucoup qui ont enchaîné. Or, l'histoire est têtue et difficile avec ce type de compétition. Donc, évidemment, on a des arguments. On peut écrire nous aussi notre histoire parce que nous, éléphants, on est en train de grandir. Nous, on rentre dans la CAN dans les années 60. On devient une grande nation de football. On est en train de grandir et rattraper l'Égypte,
le Cameroun, le Ghana, le Nigeria. Là, on vient de rattraper le Nigeria. Dans notre viseur, c'est Ghana et Cameroun. Donc, on est en train de grandir. C'est à nous maintenant de prendre rendez-vous avec l'histoire pour aller faire une superbe CAN au Maroc et confirmer maintenant en tout cas, c'est à nous de prendre rendez-vous avec l'histoire. Bon, justement, hormis les pays d'Afrique du Nord, hein, quelles sont les autres sélections susceptibles de poser problème aux éléphants? Déjà, Roger Stéphane insiste sur le Cameroun sans avoir un nom, s'il vous plaît. Clément, on vous écoute. Ouais, je pense que dans la poule, hein, il y aura quand même le Cameroun. Je pense que ça, on prend quand même, ça ressemble à la même configuration. Oui, après le Cameroun, Roger Stéphane a déjà parlé du Cameroun. Il y a les pays habituels, il y a le Sénégal, il y a le Nigeria qui sont là. On sait que même si on arrive à battre ces formations-là, ça reste des matchs difficiles, ça reste des matchs compliqués pour nous. Donc, il faut surveiller ces formations-là. Après, quand on prend la configuration dans notre poule, le match du Cameroun, quelqu'un a parlé de mental tout à l'heure. Je pense qu'ici, il y a un match où on va quand même jauger notre mental, là, c'est face au Cameroun, parce que c'est jamais un match de football tactiquement. On sait que ça a toujours été des duels, ça a toujours été des combats face aux Lions indomptables du Cameroun. Donc je pense que c'est le match qui va nous permettre de jouer réellement notre niveau dans cette cadre-là. Donc on attend de voir ce que va donner ce duel entre Camerounais et Ivoiriens. Mais je pense que voilà, pour cette cadre-là, c'est vrai. On sera au Maghreb et le Maroc ne nous a pas trop réussi. Et merci Clément. Et puis la Tunisie. Vous répondez à la question, mais vous revenez sur l'histoire du Cameroun. Vous insistez avec le Cameroun. Il n'y a pas que le Cameroun. Nous avons un appelant, sans Séverin, s'il vous plaît. Monsieur Kofi Mathieu de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir à la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. J'ai dit bonsoir à tous les membres de la team. Voilà. Et on vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Bien sûr. Le Maghreb peut réussir aux éléphants parce que quand on regarde l'histoire des éléphants au niveau de la CAN dans le Maghreb, vraiment, nous sommes allés jusqu'à des niveaux respectables. Aujourd'hui, il reste un palier à franchir. Et donc, avec toutes les nouvelles dispositions, maintenant il y a 24 équipes, même les troisièmes, les meilleurs troisièmes font partie de la compétition encore, ils ne sont pas éliminés comme avant où c'était 2 poules là. Donc tout ça l'un mis dans l'autre peut nous permettre de nous surpasser et puis aller prendre une CAN dans le Maghreb. Et surtout celle qui arrive là, je crois que c'est la première fois la Côte d'Ivoire va prendre 2 CAN de suite. C'est bien. Voilà. Alléluia. Et donc il faut que, c'est pourquoi depuis que j'appelle, je demande... Oui, vous demandez l'appel du président de la République. Oui, c'est ça, non? Oui. D'accord. Voilà. OK. Il n'y a pas de problème. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre participation à l'émission. Bon week-end. Merci beaucoup. Alors, Marie-Christine, vous le disiez tout à l'heure, dans la poule des éléphants, même les problèmes commencent. Oui. Marie-Christine. Après. Le Mozambique, qui est dans notre poule, nous a empêchés d'aller au Mondial 2018. Tous les confrères sont témoins ici. Le Gabon, qui est dans notre poule, est au coude à coude avec nous dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Présentement, la Côte d'Ivoire a 10 points, le Gabon a 9 points. La Côte d'Ivoire doit se rendre au Gabon. Vous savez, quand des équipes ont l'habitude de s'affronter, elles commencent à se regarder les yeux. La Côte d'Ivoire a beau être champion d'Afrique. Le Mozambique, le Gabon ne viennent pas en victime résignée. Je ne parle même pas du Cameroun, dont on a déjà parlé. Donc oui, l'histoire est là. La Côte d'Ivoire a du mal à gagner au Maghreb. Elle n'a jamais gagné de CAN au Maghreb. Je veux bien que tous les Ivoiriens croient que 2025 sera une exception. Mais voyons d'abord l'histoire avant de penser au miracle. Il peut arriver. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est que les éléphants ne réussissent pas au Maghreb. Ils n'ont jamais gagné en 35 éditions de CAN au Maghreb. C'est ça la réalité. Non, mais l'affirmation n'est pas juste. C'est dit, on n'a jamais... Mais une finale, c'est une bonne campagne. Vous êtes vice-champion d'Afrique en 2006. C'est une très bonne campagne. Ça veut dire que tu as vous êtes demi-finaliste 3 fois. C'est une bonne campagne. Vous êtes sur le podium 3 fois. C'est une bonne campagne. Il n'y a pas que c'est vrai que tout le monde cherche la victoire au bout. Mais vous êtes vice-champion du monde, vice-champion d'Afrique. C'est une très belle campagne. Donc, il ne faut pas que ça dise qu'on n'a pas réussi là-bas. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut qu'il rectifie un peu parce que les campagnes qu'on a faites, vice-champion, 3e médaille, tout ça, ce sont des bonnes campagnes. Je dis, on n'a pas encore gagné de CAN. Je suis d'accord. Seulement, il nous reste un seul palier. Il nous reste un seul palier, c'est le sacre. Mais sinon, on a déjà fait de très belles campagnes là-bas. Maintenant, sur les adversaires, je pense que le Maroc va être difficile à domicile. Le Maroc a déjà organisé la CAN en 1988.
ils ont été éliminés en demi-finale par le Cameroun, de Koundé Emmanuel, Stéphane Tatao et Roger Mila. Ils ont ça encore dans leur gorge, parce que c'est un match durant lequel il y a beaucoup de bagarres sur le terrain. Ils ont ça encore dans la gorge. Ils sortent d'une superbe Coupe du Monde de football. Ils sont, je crois, la meilleure équipe du continent en ce moment. Ils sont premiers. Voilà, premiers en ce moment. Ensuite, la CAN dernière, ils sortent un peu en quart de finale. Je pense que le Maroc va être extrêmement redoutable sur sa CAN qui vient à domicile. Un fait. Deuxièmement, vous avez l'Égypte. L'Égypte rarement loupe 2 CAN de suite. Ils ont loupé celle-là. Oui. L'Égypte va être redoutable. Ça fait 3 loupés, hein, Roger Sefata. Voilà. Maintenant, après, des équipes du Maghreb aussi, comme l'Algérie par exemple, qui a été en difficulté mais qui a fait une très bonne campagne des éliminatoires, peut être une équipe difficile à manœuvrer. Pour le reste, il y a les équipes traditionnelles, Cameroun, Nigeria. Mais dans tout ce lot-là, nous, Ivoiriens, on peut se loger la 2e place derrière l'équipe du Maroc parce qu'on est vice-champion en titre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants. Oui, Henri Joël. Au niveau des équipes à craindre, ils ont parlé de certaines équipes. Moi, je vais revenir par exemple sur une équipe peut-être que tout le monde ne voit pas, mais qui peut poser beaucoup de problèmes. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, okay. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, est un morceau très, très difficile. Ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, sur une chaîne étrangère récemment, l'entraîneur disait que s'ils avaient réussi à passer le cap du Nigeria, ils allaient battre les éléphants en finale. Bon, ça, c'est pour l'histoire, mais cette équipe de l'Afrique du Sud, quand même, vraiment est difficile à manœuvrer. Et puis, n'oublions pas le Mali. C'est vrai qu'on a beau les chahuter, on a tout dit, on a tout fait, mais les Maliens, c'est une génération quand même qui, depuis 2019, est là. Et il y a chaque année ce renouvellement-là de l'effectif, mais qui ne perd pas grande chose au niveau de la qualité. Donc, cette équipe du Mali sera très, très difficile à jouer. D'accord. Voilà. Donc, moi quand j'ai vu la question, j'ai pensé à ces 2 équipes, Afrique du Sud et puis Mali. Afrique du Sud et puis Mali. Très bien. CAN 2025, le Maghreb peut-il réussir aux éléphants? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. C'est maintenant. Mais pourquoi pas? Parce que déjà, même nous avons monté déjà nos joueurs qui sont en Europe. Nous avons Ahmad déjà qui joue très bien en attaque. Nous avons Ali aussi qui a repris aussi la forme aussi. Et nous avons une très bonne défense. Pourquoi pas ne pas réussir? Donc je pense bien que la Côte d'Ivoire va remporter. Bien sûr que oui, je pense très bien. Parce que déjà, il y a l'effet CAN 2024 qui nous accompagne déjà. Et le Maghreb également, c'est un pays qui sourit aux Ivoiriens. Et nous voyons qu'il y a plein d'Ivoiriens au Maroc avec les joueurs que nous avons actuellement, les attaquants qui sont en pleine forme, les milieux qui sont en pleine forme, la défense en pleine forme. Et nous avons aussi un bon gardien. Nous avons comme Amad Diallo qui est en feu actuellement avec Manchester United. Et nous avons Agbadou qui est en pleine forme avec Wolverhampton. Et nous avons aussi des milieux comme Seko Fofana et d'autres biens. En ce qui me concerne, en tout cas, je pense que les éléphants pourront peut-être, si Dieu le décide, gagner la CAN organisée au Maroc. Pourquoi? Parce que déjà, le Maroc est devenu comme un pays frais pour nous. Donc je peux dire qu'avec l'entente et tout et autres, il y aura une bonne ambiance quand même. Mais je nous souhaite de gagner. Toujours est-il que les autres équipes également se sont préparées pour cet événement-là. Donc je pense que ça peut aller pour nous les Ivoiriens. Moi, mon avis, c'est que non, la Côte d'Ivoire, on va arriver jusqu'en finale. Le Maroc est là. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On marque une petite pause. On se retrouve dans seulement quelques secondes. Vous ne bougez surtout pas pour la suite de notre émission. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe est l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallon s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Kwasi. C'est un véritable festival
Ah, mais quel crochet. Là, le dribble est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième partie de l'actu de ce soir, actu 2, tirage au sort des barrages de Ligue des Champions UEFA. Oui, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a été effectué aujourd'hui au siège de l'UEFA en Suisse. Je vous propose donc de découvrir les 8 affiches de cette phase de la compétition. Allez, les affiches sont les suivantes. Brest reçoit le Paris Saint-Germain. Monaco sera opposé au Benfica à Lisbonne. La Juventus recevra le PSV Eindhoven. Feyenoord, Milan AC. Manchester City, Real de Madrid. Celtic, Bayern de Munich. Club Bruges, Atalanta. Sporting, Portugal, Dortmund. Voilà. Alors, quels commentaires vous inspirent ces affiches des barrages de la Ligue des Champions? Oui, sans Séverin. Premier commentaire. La finale de 2000... la demi-finale de 2023, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que le match qui a été le plus joué sur les 2-3 dernières éditions, Manchester City et Real Madrid. Mais j'ai déjà mal au cœur quand on nous propose la finale en barrage. Ça fait déjà mal. Manchester City qui est à l'agonie actuellement et le Real Madrid qui, en dépit des exploits de Mbappé, ne s'est pas encore retrouvé. Je pense que ça, c'est le gros choc, évidemment. Pour le reste, j'ai quand même aimé les affiches entre Français, entre équipes du même pays, comme Paris Saint-Germain, Brest. Bon. Le tirage au sort, c'est fait. Non, ça a confirmé ce que je disais depuis, parce que quand vous regardez, le 24e joue contre le 9e qui est Atlanta. Le Sporting 23e joue contre Benfica, le 10e. C'est exactement ce que j'avais dit hier. Donc, il n'y a pas de surprise. Avant le tirage, on connaissait plus ou moins les affiches parce que le principe était déjà connu. Maintenant, sur ce barrage-là, bon, il y a un gros match entre Manchester City et le Real de Madrid. Le 22e contre le 11e. City, c'est un peu le flop de cette compétition. L'équipe a été sauvée de l'élimination sur la dernière journée quasiment. Ils étaient menés par Club Bruges et ils se sont imposés 3-1. Ils étaient 25e. Ils se sont sauvés sur le dernier match. City, ils ont fait 4 matchs sans victoire. Ils ont été battus par le Paris Saint-Germain, par la Juve, par le Sporting. Ils ont fait match avec l'équipe de Feyenoord. Ce n'est pas un City souverain. Vraiment, ce n'est pas un City souverain. J'aimerais bien savoir quel va être son visage face au Real de Madrid. Bon, le Real de Madrid n'est pas fameux non plus dans cette compétition. Les Madrilènes ont terminé 11e. C'est 3 défaites contre 2 grands européens. Ils ont perdu face au Milan AC. Ils ont, à domicile. Ils ont perdu face à Liverpool de Mohamed Salah. Et ils ont été surpris par l'équipe de Lille qui les a battus, aussi bien comme l'équipe de l'Atlético de Madrid. Donc, sur ce choc-là, il y a un grand. Il y a un grand qui va tomber. Mais ça va être un match intéressant. Il y a un grand qui va tomber. Voilà, un grand va tomber. Mais ça va être un match intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une autre étape de la compétition. C'est l'élimination directe. C'est en aller et retour. On dirait en Angleterre, on dirait à Madrid. Ça va être un formidable match en Ligue des Champions. C'est ce genre de rencontre qu'on a envie de voir. Mais malheureusement, un grand va tomber. Un grand va tomber, effectivement. Clément, comment vous entrevoyez justement ce match? Ah ouais, je pense que ça reste quand même un choc de la compétition. Ça devient même un peu le fonds de commerce de l'UEFA parce que ça va faire quoi? Ça va faire la 4e fois consécutive que les deux formations vont se rencontrer. Après, je pense qu'on a un City qui est malade actuellement, mais tout peut changer. Hein. Et actuellement, on parle d'un City au milieu du terrain où tu as ces trentenaires-là. Ils ont un peu le problème de la Croatie à l'Euro 2024. C'est-à-dire que tu as ces 3 trentenaires, Kovacic, tu as Bernardo Silva et puis Ilkay Gundogan qui n'arrivent pas à faire les efforts. On sait que Rodri manque énormément à cette formation de Manchester City. Mais après, je pense que pour l'instant, il y a les rumeurs de transfert. Il y a Nico Gonzalez, l'ancien de Barça, qui a été prêté à FC Porto, qui lui est un 6 à la Rodri, qui peut faire du bien à cette formation de Manchester City. Donc attention, s'ils arrivent à renforcer dans ce secteur-là, et je pense qu'ils peuvent quand même aller chercher cette formation du Real Madrid, comme l'a dit Roy Stéphane, qui n'est pas aussi au top de sa forme. Hein, et on sait que
voilà, en février, tout peut changer. Ça peut aller très très vite de part et d'autre. Mais quand on prend la configuration, le Real Madrid qui reçoit au retour à Santiago Bernabéu, ça peut changer beaucoup de choses. Dans cette rencontre-là, on sait que le Real en février avec Pintus et autres, ça devient une bête voilà, qui va aller chercher cette compétition-là. On va voir ce que ça va donner, mais City n'a rien à perdre dans cette confrontation parce que depuis, City a, voilà, on ne fait qu'enterrer cette formation, mais mine de rien, ils sont à 6 points de la deuxième place en première ligue, c'est-à-dire derrière Arsenal, et puis voilà, ils sont encore en vie, on les enterrait, on pensait que City allait sortir de cette compétition, mais ils sont toujours là, et attention quand même à une bête blessée. En tout cas, vous l'avez dit, hein, Madrid qui reçoit, donc est-ce que le fait que le match se joue à Madrid soit un facteur déterminant, justement? Non, aujourd'hui, ça ne compte plus. Avant, ça comptait, aujourd'hui, ça comptait plus. Oui. Parce qu'il n'y a plus ce but qui compte double à l'extérieur. Donc, du coup, ça ne compte pas vraiment. Et d'ailleurs, ce système-là peut permettre au Real une année de pouvoir s'imposer, puisque le Real, cette saison-là, avait été battu à l'aller copieusement par certaines équipes, mais avait réussi à retourner le jeu au retour en fonction du nouveau système instauré par l'UEFA. Donc ça ne compte pas vraiment. Deux équipes qui sont malades, on verra laquelle des deux est véritablement très très malade. Manchester City, vous savez, avec Pep Guardiola, les choses peuvent changer très rapidement. C'est un entraîneur qui est capable dans un bon soir de changer carrément la donne d'un match et surtout de jouer, de produire une performance de grandeur nature. Donc déjà, essayer de rentrer dans les pronostics sur ce match-là, je ne pense pas que ça soit la bonne chose à faire, mais quand même ça promet parce que ça sera deux grandes équipes qui vont s'affronter, qui sont affrontées sur ces dernières saisons. Donc place au spectacle et puis on verra ce que ça va produire à la fin de ces deux confrontations. Deux grandes équipes donc et forcément un grand va tomber. Et donc voyons déjà les déclarations de Pep Guardiola. Vous parlez donc du coach Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et puis Emilio, vice-président du Real Madrid après le tirage au sort. Alors c'est comme un derby, 4 années consécutives à affronter Madrid. Les deux équipes sont très très fortes et j'espère que nous arriverons en forme pour le match aller à domicile et surtout le retour à Madrid. À jouer contre le Real à Madrid au Bayern est toujours difficile. Ce sont les paroles de Pep Guardiola. Et puis de l'autre côté, vous avez Emilio Butragueño, hein, le vice-président du Real Madrid. C'est un joueur du club. Qui dit ceci, vous savez que c'est un adversaire déterminé et de haut niveau que l'on va devoir affronter. Nous savons que c'est une équipe très forte avec des joueurs très doués à tous les postes avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est habituée au haut niveau. Dans le même temps, nous sommes convaincus que nos joueurs vont répondre durant ce rendez-vous. Ce sont deux belles affiches qui se profilent et nous avons espoir de remporter ces confrontations. Voilà. On note en tout cas que c'est deux belles affiches effectivement à venir. Bon, et puis ça c'est vrai, la Juve et puis le Bayern s'en sortent bien? Oui, Celtic pour le Bayern Munich, avec le club bavarois qui caracole en tête de son championnat en Bundesliga, son effectif pléthorique, les Musiala, les Harry Kane qui trônent à la tête des buteurs dans son championnat. Je pense que c'est un petit morceau sur le papier et dans l'histoire pour le Bayern Munich, le Celtic. Et puis, vous avez parlé de la Juventus. La Juventus, aujourd'hui, est une équipe en reconstruction. Elle a été reprise en main par Thiago Motta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais en championnat, elle a plus de matchs nuls que de victoires ou de défaites. Donc, c'est une équipe quelque peu à l'agonie en Série A. Elle va jouer un PSV où il n'y a plus Sangaré Ibrahim, mais c'est une équipe homogène qui brille avec un Ivoirien d'origine qui est belge, Koulibaly, si je ne m'abuse. Donc oui, le PSV est une équipe très forte actuellement, oui, qui a eu raison de Liverpool. La seule défaite d'ailleurs de Liverpool dans la compétition actuellement. Donc oui, c'est un bon tirage, c'est équilibré, mais les faveurs du pronostic, c'est pour le PSV.
D'accord. Oui, Henri, je voulais reprendre. Déjà, il faut savoir que ces deux équipes ont été en difficulté sur cette première phase. Voilà. Oui. Et le nouveau système de la Ligue des Champions n'a pas beaucoup souri aux grandes équipes, même si Liverpool finit en tête, même si le Barça est devant. Mais on a vu que de grosses équipes comme le Real, comme la Juve d'ailleurs, le Bayern, City et le Paris Saint-Germain ont été en difficulté. Et ça a beaucoup plus souri à certaines équipes dites de milieu de tableau, notamment cette équipe de PSV Eindhoven. Faut pas l'oublier, c'est une équipe qui a fait une bonne petite campagne. Oui. Faut pas les négliger. Même le Celtic Glasgow a été intéressant. Donc, du coup, ces matchs-là, est-ce qu'on sera dans la continuité de ce qui a été produit lors de la première phase ou est-ce que ces grands-là vont se réveiller? C'est l'interrogation qu'il faut poser parce que sur la première phase, que ce soit la Juve, que ce soit le Bayern, n'ont pas été ces équipes-là qui, normalement, devaient dominer cette compétition. D'accord. On note en tout cas qu'il y aura de grandes surprises au cours de ces barrages, Clément. Ouais, je pense qu'il faut se méfier de tout le monde. Et on a parlé de Brest qui fait déjà une formidable compétition en termes d'avantages sportifs ou encore sur le pécunier. Parce que là, ils empochent quand même 52 millions d'euros pour la phase de groupe. Donc, Brest qui affrontera le PSG. Ah ouais, tout à fait. Ça ressemble à un match de championnat, comme l'a dit Saint-Séverin. On sait qu'ils vont s'affronter 3 fois en février. Il y a d'abord ce match de Ligue 1 et puis il y a ces 2 matchs de barrage en aller-retour. Donc je pense que voilà, le PSG doit se méfier parce que c'est difficile de jouer un adversaire qui vous connaît, qui vous joue au quotidien. Et voilà, ça peut motiver cette formation brestoise qui a des dents longues dans cette compétition-là, qui est en train de montrer le bienfait quand même, le bienfait quand même de cette nouvelle formule qui sourit quand même à certaines petites équipes dans cette compétition. Donc attention au Paris Saint-Germain parce que voilà, comme on l'a dit, l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Allez, on termine donc l'actu 2. Avant de terminer la grande team de ce soir, on vous laisse revoir les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Parlons de football à présent. La Ligue 1 et la Ligue 2 reprennent ce week-end. Après une pause d'environ un mois, les compétitions domestiques reprennent ce week-end. La Ligue 1 et la Ligue 2 feront vibrer à nouveau les supporters. Des affiches et non des moindres sont au programme de la Ligue 1. Boaké FC reçoit FC Mouna dans le cadre de la 16e journée au stade annexe de Boaké. Le stade Abidjan et le FC San Pedro auront rendez-vous à Ebimpe au stade Alassane Ouattara. La Ligue 2 ne sera pas en reste. Pour le compte de la 14e journée, l'Africa et l'Espérance Issia vont se mesurer. Iakro FC, pour sa part, se déplace à Abengourou pour s'expliquer avec l'Asie. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team de ce soir, de cette semaine. Merci beaucoup, messieurs. Roger Stéphane, Henri Joël, Clément et Saint-Séverin. Bonne chance à Ousmane Diomandé du Sporting et à Sengo de Monaco en Ligue des Champions. Merci, vous avez ajouté ce que vous désirez ajouter. Allez, prenez soin de vous. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi pour nous. Donc voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.